Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. L'écrivain, homme politique et aussi philosophe Alexis de Tocqueville disait au XIXe siècle, dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. Et ça se vérifie toujours. Chaque président représente une génération, mais rattrapée, en l'occurrence, par une réalité de notre temps, le risque terroriste. La génération politique d'Emmanuel Macron sera celle de la recomposition du paysage politique. Après avoir été à la tête des Jeunes Socialistes, ministre de François Hollande et candidat à la présidentielle l'année dernière, Benoît Hamon vient de lancer Génération avec un S à la fin. Et Benoît Hamon est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Vous allez bien? Merci bien. Vous aussi? Oui, très bien. Merci d'être avec nous ce midi. Et évidemment, l'image de la semaine, c'est l'attaque terroriste de Trèbes dans l'Aude, revendiquée par l'organisation État islamique. 4 morts. L'assaillant, un franco-marocain fiché S, a été abattu. Et puis il reste aussi le geste héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. L'Union nationale avait prévalu avec les attentats de 2015. Doit-elle être toujours d'actualité? Évidemment, il y a dans un moment comme celui-là où la France est attaquée, des Français qui faisaient leurs courses travaillaient dans ce grand magasin où le lieutenant-colonel Beltrame, qui dans l'exercice de ses fonctions a fait son devoir au prix du sacrifice de sa vie en échangeant sa propre vie contre celle des otages. L'Union nationale. L'Union nationale, elle est naturelle. Je veux dire, tout ce qui viendrait la remettre en cause serait pure folie. François Hollande avait été reconnu pour avoir été à la hauteur lors des attentats. D'Emmanuel Macron, vous attendez quoi dans ces circonstances? Écoutez, qu'il soit lui aussi à la hauteur, moi j'ai pas de remarques particulières à faire. Il me semble que dans un moment comme celui-là, c'est pas tant seulement le président de la République, c'est la nation qui doit faire corps autour des siens, autour des familles des victimes, parce que ce qui s'est passé là est abject, innommable, et que voilà, ça justifie que on donne sens à la République. Il y a des moments. Dans ce Justement, pays, est-ce que vous attendez un la acte polémique? On vit dans une époque fébrile, pressée, où finalement on a l'impression que même les politiques ne s'attachent qu'aux détails. Là, on touche à l'essentiel. L'essentiel, c'est que aujourd'hui, certains tuent au nom de l'idée qu'ils se font d'un monde qui ne supporte pas qu'on soit différent d'eux. Et ben, ça justifie que nous qui sommes la République, nous qui prenons la tolérance, la diversité. Mais est-ce que ça passe par un acte, par exemple un discours ou quelque chose comme ça, pour rappeler peut-être les valeurs de la nation? Je dis ça par exemple. Je sais pas. Écoutez, moi, je pense que c'est pas tellement de la communication politique dont on a besoin. Quand vous dites ça, vous dites quoi? Non, mais si vous me dites un discours, donc je vous réponds, c'est pas tant de la communication politique. Les mots peuvent être simples et on peut se dire tous sincèrement choqués sans qu'il y ait besoin d'en rajouter. Je crois que dans ces moments-là, je ne sais pas s'il y a besoin de beaucoup en rajouter. Voilà. Parce que peu après son élection, Emmanuel Macron, le gouvernement ont créé une task force, une équipe autour du président de la République, c'est une nouveauté ça. Et puis l'une des premières lois votées, ça a été celle sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Vous aviez critiqué, vous, à l'époque, le reniement sur les libertés publiques. Est-ce que vous avez changé d'avis? Oui, non, pas du tout. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs. Non, mais de nombreux, au-delà même des responsables politiques, des institutions, des grandes associations de défense des droits de l'homme avaient pointé le fait que intégrer l'état d'urgence, qui donc dans la loi face à une situation exceptionnelle, dans le droit commun, avait des conséquences lourdes sur l'état de droit, et on pouvait s'interroger sur le fait que quand des terroristes attaquent la démocratie, que la démocratie justement leur donne quelque part raison en finalement réduisant les libertés fondamentales, c'était une erreur politique. C'est ce que j'avais dit, et je pense que d'ailleurs face à des phénomènes comme cela où un homme décide du jour au lendemain de prendre des armes et de se livrer à un massacre dans une grande surface, on voit bien que le fait d'avoir réduit les libertés fondamentales ne change hélas rien à la probabilité que ce type d'événement... Et la task force, pareil? Mais j'ai un commentaire plus réservé. Je ne sais pas si la task force relève de l'affichage du gouvernement en action. En clair, si c'est de la communication pour montrer qu'on agit ou si on agit vraiment. Moi, je fais plus confiance. Et votre réponse, c'est quoi? Moi, je fais plus confiance aux services de police, à la DGSI, qui travaillent en souterrain, qui prennent des risques considérables, qui déjouent tous les jours des attentats. Plutôt qu'à la task force. Plutôt qu'à ceux qui, mettent en scène leur action. Je pense que, voilà,
Je pense que les mises en scène, elles sont toujours en trop dans ces moments-là, quelles qu'elles soient. On va parler aussi des manifestations et des grèves dans la fonction publique, dans les transports en particulier, à la SNCF, entre 350 000 et 500 000 personnes dans les rues jeudi. Et puis l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2017, qui ont marqué la semaine. Quelle semaine? 2017, c'était vous. Non, c'était vous, 2017. 24 heures après sa triple mise en examen, Nicolas Sarkozy riposte médiatiquement. L'ancien président de la République nie avoir reçu de l'argent de Ziad Takedine, cet homme d'affaires franco-libanais qui dit avoir remis une valise d'argent liquide à Nicolas Sarkozy de la part de Mouammar Kadhafi. Une accusation confortée par les proches du dictateur. Nicolas Sarkozy fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Les juges lui interdisent de parler à 9 protagonistes de l'affaire, dont ses proches Brice Hortefeux et Claude Guéant. Dans ce dossier, il n'y a que la parole de gens peu recommandables, des escrocs, face à cette parole du président de la République, et surtout pas de preuves. Tous réunis place de la Bastille, en fin d'après-midi, front commun pour les cheminots et les fonctionnaires. Ce sont eux qui ont appelé les premiers à cette journée d'action. 15% de grévistes dans l'éducation nationale, par exemple. Le mécontentement est général. Vous pensez que c'est le début d'un long combat? Oh oui, il va être très très long. À quelques rues de là, les cheminots de leur côté affichaient aussi leur colère contre la réforme de la SNCF. Ils étaient 35% de grévistes. Au milieu des manifestants, un homme politique se prête au jeu. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Moi, c'est la première fois que je vois un truc pareil, les cheminots d'un côté, le service public de l'autre, tout le monde qui se retrouve au même endroit. C'est pas banal. Vous appelez à l'unité de la gauche, ouais. Et on ne vous voit pas ensemble? Mais si, il y a Olivier Besancenot, on va se voir tout à l'heure. Vous verrez, vous aurez droit à l'image que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Mais avec Jean-Luc Mélenchon aussi? Je pense pas, non. Accueil beaucoup moins chaleureux pour le futur patron des socialistes. Olivier Faure a été longuement hué par les manifestants, remontés contre la loi travail, votée sous la présidence Hollande. Benoît Hamon, jeudi, il y a eu donc une forte mobilisation un peu partout en France. Emmanuel Macron a déclaré que ça n'aurait aucune conséquence sur les réformes engagées. Pensez-vous qu'il va pouvoir ou qu'il va devoir reculer? Écoutez, ça dépend beaucoup de ceux qui ont manifesté, mais ça dépend des Français eux-mêmes. Est-ce qu'ils acceptent que demain, leur gare ferme ou les lignes de train ferment parce que la SNCF considère qu'il n'y a pas assez de voyageurs et que le gouvernement a demandé dans sa réforme à ce que la SNCF soit rentable? Donc on accepte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plus de monde dans la rue? Non, mais je ne sais pas si c'est forcément dans la rue, mais je veux simplement dire aux Français qui nous écoutent, ils ont vu leur territoire se vider parfois de leurs médecins. Ils s'interrogent sur l'avenir d'une école. Ils voient les commerces de proximité disparaître. Ils ont perdu depuis longtemps le souvenir de la maternité ou de l'hôpital qui était près de chez eux. Et maintenant, on leur annonce que parce que la ligne qui les relie à d'autres points du territoire ne serait pas assez rentable, qu'il n'y aurait pas assez de voyageurs, la gare et la ligne de chemin de fer pourraient fermer. Mais c'est Emmanuel Macron qui est responsable de tout ça? Ah non. Mais pardon, oui, c'est Emmanuel Macron quand il décide de fermer ses gares en faisant la réforme de la SNCF. C'est quand même lui qui, aujourd'hui, demande une réduction des coûts de la SNCF de 30%. C'est quand même lui qui remet en cause un grand principe qui voulait que la SNCF, c'était l'aménagement du territoire, cela reliait les Français les uns aux autres et que désormais, on accepte que des pans entiers du territoire français, qui sont peut-être pas ceux qu'on voit le plus à la télé le soir, mais soient objectivement abandonnés. Enfin, si sur France 3, on les voit beaucoup. Oui, mais sans doute. Mais c'est bien pour ça, d'ailleurs. Vous êtes probablement un œil témoin de cette réalité des territoires ruraux ou de cette France périphérique qui ne comprend pas pourquoi on laisse les services publics s'en aller. Et surtout quand c'est un choix politique de le faire. Au-delà de ça, Jean-Luc Mélenchon appelle à aller plus loin et à une manifestation un week-end pour qu'il y ait plus de monde, pour que les Français, comme vous le dites, puissent venir manifester. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Toutes les initiatives seront bonnes. Celle-ci en particulier? Moi, je vais lui proposer à Jean-Luc et à Olivier Besancenot, à Pierre Laurent et à toutes les formations de gauche que, plutôt que de nous retrouver seulement dans des manifestations, nous allions dans ces petites villes, justement, où on ne voit pas beaucoup les grands dirigeants politiques de la gauche, dans ces petites villes où le service public risque de fermer une bonne fois pour toutes. Y aller comment? Faire une tournée? Oui, je vais leur proposer que nous allions dans ces villes moyennes qui s'inquiètent aujourd'hui de la disparition du service public, de ces inégalités qui se creusent, qui disent finalement, la réussite, elle est toujours pour les mêmes. On voudrait que je réussisse. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Madame Pénicaud et Monsieur Macron veulent faire le contrôle des chômeurs. Ils veulent les contrôler davantage et leur supprimer les indemnités s'ils n'acceptent pas un métier à 80 km ou 50 km de chez eux.
Eh bien, comment on va faire pour aller à son travail s'il n'y a même plus de chemin de fer? Comment on va faire s'il n'y a plus les transports gratuits? Je reviens à votre proposition. Sous quelle forme ça pourrait prendre? Écoutez, une marche Non, pas une marche. Le fait que nous allions dans des territoires partout en France où nous savons que le service public est en train de disparaître. Et ensemble, vous iriez ensemble ou chacun de votre côté? Évidemment, mais j'ai une proposition que D'accord, j'espère qu'elle sera reprise, et en tout cas je la leur ferai directement. Je pense que voilà, nous serions utiles là où on ne voit pas souvent les politiques, mais là où on montrerait que l'affaire de la SNCF, c'est pas qu'une question de statut des cheminots, c'est aussi notre droit à pouvoir circuler. Il faut le changer ou pas, le statut des cheminots? Regardez, statut des cheminots. Vous savez le grand mensonge du gouvernement, des Castaner, Édouard Philippe, etc. On vous dit, les cheminots, ils partent à la retraite très tôt. 52, 53 ans. Combien d'annuités doivent-ils cotiser? 43, je crois. Hein. Comme le privé. Oui. Ça veut dire que s'ils jouissent de ce droit, ils partent avec une retraite minable. Une retraite de misère. Donc en réalité, ce droit est un droit tout à fait virtuel, mais qu'ils n'utilisent pas. Mais est-ce qu'il faut le changer quand même, c'est pour ça, M. Letellier, on est sur le service public et on est le dimanche. C'est quand même incroyable que des énarques qui pantouflent dans le privé ou dans le public, que des grandes entreprises du CAC 40 montrent les cheminots comme des privilégiés, quand eux sont tranquillement assis sur le beau pactole que leur a offert Emmanuel Macron en leur baissant l'impôt sur la fortune. Les vrais privilégiés dans ce pays, ce ne sera jamais ou ce ne seront jamais les cheminots. Alors, Nicolas Sarkozy, mis en examen, on va y venir, et accusé d'avoir bénéficié d'argent libyen pour sa campagne de 2007. L'ancien président de la République se défend et parle de calomnie. C'est un peu sa parole contre celle de Takedine, c'est ce que disait Nadine Morano à l'instant. Est-ce que vous imaginez qu'un président de la République puisse mentir? Bon, d'abord, il est présumé innocent, première chose. Ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse Après, mentir? ça n'est pas sa parole contre M. Takedine. C'est sa parole contre celle du juge, sa parole contre celle des policiers qui enquêtent, c'est sa parole contre une série de témoins qui disent qu'il aurait reçu pour financer, je bien mets un conditionnel, de l'argent d'un dictateur à la tête d'un pays pauvre. Qu'est-ce que ça m'inspire, moi? Deux commentaires. D'abord, c'est pas nouveau qu'une partie de la classe politique a un rapport à l'argent qui est un rapport corrompu au sens où l'argent les attire, l'argent fait tourner les têtes, et je pense que ça pose problème. On verra si c'est le cas là pour le financement de la campagne. Mais deuxième chose, vous avez des gens qui se font mettre en prison pour avoir volé un saucisson dans un supermarché. Ils n'ont pas le droit aux 20h de TF1 pour pouvoir défendre leur cause. Ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il ait pu, le soir même, aller dire sa vérité aux 20h de TF1, contredisant la plupart des éléments de l'enquête, avec un talent que tout le monde lui reconnaît. C'est un excellent communicant. Ouais. Mais voilà, manifestement, il y a toujours deux poids, deux mesures. Moi, j'aimerais qu'on s'attache à la réalité de ceux qui, aujourd'hui, sont victimes de procédures judiciaires qui les amènent parfois, parce qu'ils ont voulu nourrir leur famille, à faire quelque chose de répréhensible, voler dans un supermarché, se retrouvent en prison et n'ont pas le droit aux honneurs de TF1. Je veux revenir sur une chose. Lors de la dernière présidentielle, il y a un an tout juste d'ailleurs, vous demandiez à Emmanuel Macron de publier la liste de ses donateurs de la campagne présidentielle. Pourquoi est-ce que vous avez des doutes ? Non, mais par définition, c'est pas le problème que j'ai des doutes, c'est que vous lui avez demandé clairement. Oui, j'ai demandé comme à tout le monde. C'est ce que je me suis appliqué à moi-même. Je pense qu'on devrait avoir un principe simple. Mais vous avez des doutes ou quoi ? Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache qui finance les campagnes, qui aujourd'hui met de l'argent sur tel candidat, et le cas échéant, à partir de la lumière et de la transparence qui serait faite sur ces financements-là, que l'on comprenne pourquoi après les gouvernants décident d'être doux avec certains lobbies ou pas. Voilà, c'est tout. Vous désigniez à l'époque Emmanuel Macron, donc pourquoi lui ? Mais parce que l'essentiel de ces dons pendant la campagne était lié à des grandes fortunes. Voilà. Donc vous demandez encore. Et donc il y a aujourd'hui. Je demande encore que pour l'avenir, cette loi-là, en tout cas une loi de transparence, soit prise. J'observe que le gouvernement, qui avait l'occasion de le faire, ne l'a pas fait, veut rester opaque sur les dons les plus importants faits aux partis politiques. Je redemande que les dons les plus importants faits aux partis politiques, ceux qui sont entre 3 000 et 7 500 euros, comme moi je le proposais pour ma campagne, soient transparents et que l'on dise qui donne à qui, pour mieux comprendre ensuite qui, peut-être, tient qui. Benoît Hamon, on va accueillir maintenant Nathalie Moret, éditorialiste pour le groupe de presse EBRA, les quotidiens de l'Est de la France. Bonjour Nathalie. Bonjour Francis, bonjour Benoît Hamon. Bonjour Nathalie Moret. Les jeunes socialistes font scission avec le PS et vous rejoignent. Est-ce que c'est une façon pour vous de prendre votre revanche sur le Parti socialiste ? Écoutez, moi je suis très heureux qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes qui rejoignent Génération. Moi, j'ai pas du tout l'intention de faire au Parti socialiste ce que certains dirigeants socialistes m'ont fait pendant la campagne électorale. J'essaye d'être honnête
transparent, intègre dans mon engagement politique. Je comprends qu'à 20 ans, on a envie d'engagement enthousiaste, volontaire, qui vous amène plutôt à choisir une gauche debout, qui regarde l'avenir et le long terme. Donc ce n'est pas du débauchage, comme le disent certains socialistes. Non, mais je ne rentrerai pas dans ces polémiques. Et je l'ai dit un instant tout à l'heure avec Francis Letellier, on est dans un moment où tout est polémique, il y a trop de fébrilité et moi, dans le débat politique. J'ai envie de me projeter, on pourra faire beaucoup de reproches à ma campagne présidentielle, mais pas celui d'avoir voulu penser le monde tel qu'il vient. Est-ce qu'il y a des conditions pour les jeunes socialistes qui arrivent chez vous ? Non, la seule condition, c'est que ce que je dis à tout le monde, nous faisons une grande formation politique. 75% des 53 000 membres de Génération n'ont aucune histoire, ni au PS, ni à Europe Écologie Les Verts, ni au PC. Sauf que les jeunes socialistes, ils viennent du PS. Oui, mais c'est pas pour refaire le MGS. C'est comme les socialistes, ils refont pas le PS. Moi, on n'est pas là pour recycler des formations politiques, des mouvements politiques. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, et je m'en réjouis. Mais ce que nous faisons, c'est radicalement autre chose. Donc pas de vengeance, pas de débauchage. Roxane Lundy, qui est l'actuelle présidente des jeunes socialistes, dit le PS est devenu un EHPAD. Est-ce que vous cautionnez ces propos ? Elle parlait des idées. J'imagine qu'elle ne parle pas des gens. Elle est trop respectueuse. C'est ambigu. Hein. Oui, peut-être que c'est ambigu, mais en tout cas, elle parlait sans doute des idées, du fait que ça ne se renouvelle pas beaucoup. En fait, quand vous regardez la politique, vous avez toujours l'impression que les politiques vous racontent des choses que vous savez déjà, la plupart du temps, avec un air un petit peu expérimenté, ou alors vous vendent des solutions que vous avez déjà expérimentées, qui ont échoué. On a besoin, moi, quand j'ai parlé de revenu universel, de taxes sur les robots, je vais vous prendre un exemple. Cette semaine, d'une seconde, on apprend que 30% des espèces d'oiseaux ont disparu de nos champs. C'est lié, 2 études Le Monde, dont celle du CNRS, aux pesticides, aux insecticides, bref, à toutes ces substances chimiques dans le cadre d'un modèle agricole ultra intensif. On est en train de perdre notre biodiversité. Pourquoi ? Moins d'oiseaux, parce qu'il y a moins de plantes sauvages, moins de graines, moins d'insectes. Le long terme, c'est important. On ne peut pas s'attacher toujours aux détails, aux petites choses, et pas à ce qui est en train de se préparer. La politique, d'un mot, Francis Letellier, ce sera pour nos enfants la responsabilité qu'on aura prise ou pas d'engager, par exemple, notre modèle agricole vers des pratiques qui sont des pratiques plus bienveillantes, plus respectueuses de notre environnement ou pas. C'est valable sur la protection sociale, c'est valable sur les suppressions d'emplois par les robots. Tout ça, il faut y travailler. Et les jeunes, aujourd'hui, Roxane Lundy en particulier, je crois que c'est ça qui les motive, plutôt que de faire un congrès. On va revenir un tout petit peu en arrière. Avril 2017, il y a bientôt un an. Vous étiez le candidat du PS, entre autres, à la présidentielle, un échec sur lequel vous revenez dans un documentaire, Fracture de campagne de Hugues Nancy, qui sera diffusé en avril sur France 3. Il est plus probable, je serai en 5e position et je vais faire un score qui va probablement être le plus mauvais score qu'ait jamais fait un socialiste sur la 5e République. J'ai fait campagne pendant 8 mois, vous aussi. Mais bon, je pense avoir une perception un peu maintenant, peut-être la plus fine de tous, de ce qui se passe. Ils ne nous supportent plus. Ils ne peuvent plus nous piffer. Le résultat de ce premier tour, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Benoît Hamon obtient 6,2% des voix. Nicolas Dupont-Aignan, 5%. Jean Lassalle, 1,5%. C'est bon, on les a tous là. Si la social-démocratie avait été en bonne santé, le président de la République se serait représenté. Manuel Valls aurait gagné la primaire. Et je n'aurais pas été candidat. C'est une immense tristesse. Je me suis dit, je vais, mon nom et celui de ma famille, qui n'a rien demandé, sera associé à la défaite historique de la gauche. Donc, très égoïstement, j'ai pensé à ça, dans ce moment-là. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Il y avait deux hypothèses. Ou j'arrêtais, ou je créais un nouveau mouvement. Et on a choisi, et j'ai choisi, à ce moment-là, de me projeter vers l'avant. Nouvelle ambition pour l'ancien candidat socialiste. Face à 2000 personnes réunies au Mans, il a présenté son nouveau mouvement baptisé Génération. Nous sommes une génération qui va générer le progrès, qui va générer la justice sociale, qui proposera le dépassement du capitalisme. Nous sommes le mouvement Génération.S. C'est pas parce qu'il a fait 6% qu'il a perdu des gens en route et qu'il a perdu des adhérents à ses idées. J'ai 71 ans demain. Dans 15 ans, je ne ferai plus grand-chose. Mais tous ces jeunes, c'est eux qui peuvent changer le monde
Et ça, c'est un très bel espoir. Voilà, maintenant donc, place à Génération, Nathalie. Justement, à Génération, vous revendiquez un petit peu plus de 50 000 adhérents. L'adhésion à votre mouvement est gratuite. Donc, avec quel argent fonctionnez-vous? Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous avez des donateurs entre 3 500 et 7 000 euros? Non, hélas, non. Pas un seul pour l'instant. Comment faites-vous? Pour l'instant, avec des dons. Exclusivement par des dons. Nos comptes sont parfaitement transparents. Ils seront d'ailleurs publiés en cours d'année ou à la fin de l'année, comme pour tous les mouvements politiques. Uniquement par des appels aux dons et puis par des cotisations d'élus. Vous savez, des élus, quand ils sont élus, font des cotisations, mais nous avons un budget extrêmement modeste de quelques centaines de milliers de francs. D'accord. Autre question sur Olivier Faure, qui va donc prendre la tête du PS dans quelques jours. Vous le connaissez bien. Est-ce que vous l'avez appelé pour le féliciter? Non, je ne l'ai pas appelé. Je le connais bien, je le connais depuis très longtemps. Je lui souhaite bonne chance. D'accord. Est-ce qu'il est l'homme qui peut sauver le PS? Je pense que le destin de PS ne tient plus à la qualité ou au défaut d'un homme ou d'une équipe. Je crois que le sort de la social-démocratie dans toute l'Europe s'explique par le fait que ces mouvements politiques-là, en arrêtant de s'adresser aux ouvriers, aux employés, en arrêtant de porter la justice sociale comme leur étendard, ont perdu leur base électorale. Il n'y a plus aujourd'hui d'électeurs pour les sociodémocrates. Le PS est mort. C'est pas ça. Les appareils peuvent vivre des années après que les idées qu'ils aient défendues se soient éteintes. Mais pour qu'un parti politique puisse s'inscrire durablement dans la vie politique et démocratique, il faut qu'il ait une utilité sociale. Et aujourd'hui, je crois que la social-démocratie ne sait plus dire comment elle pourrait améliorer la vie des gens. Dans ce congrès du PS, Emmanuel Morel incarnait l'aile gauche. Est-ce que vous êtes en contact avec lui? Est-ce que vous souhaitez qu'il rejoigne le mouvement Génération? Non, je ne lui propose pas d'ailleurs, parce que je pense que le chemin qu'il fera sera un chemin personnel, comme celui que j'ai fait. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est d'abord un grand militant, un excellent député européen, et puis un vrai intellectuel. Et on en a besoin dans le débat politique. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes politiques qui s'attachent aussi à penser le monde dans lequel nous sommes et pas simplement à penser l'instant. Mais en tout cas, si demain nous devions fabriquer une nouvelle maison commune qui dépasse nos formations d'Europe Écologie Les Verts, de Génération et d'autres, j'espère que Emmanuel Morel pourrait en être. D'accord. Autre sujet avec la révision constitutionnelle dont le projet sera finalisé cette semaine. Vous étiez durant la campagne présidentielle favorable à une dose de proportionnelle. Quelle est la bonne dose selon vous ? Écoutez, moi je suis favorable à une 6e République. C'est-à-dire soit on réfléchit à partir des institutions existantes, soit on se dit que ça ne marche pas. La réalité, c'est qu'on voit, le Parlement, c'est un Parlement croupion. Il obéit à l'exécutif et on lui restreint le droit d'amendement. C'est-à-dire que vraiment, on est dans un monde dans lequel l'hyper-concentration des pouvoirs est désormais le seul totem. Oui, mais vous avez eu à souffrir aussi des amendements très très nombreux sur votre loi, etc. On a besoin que la démocratie, elle respire. Aujourd'hui, le président de la République vous dit, il y a des manifestations, c'est pas grave, je passe. Le Parlement, c'est pas grave, je restreins le droit d'amendement. On est dans un monde dans lequel... les amendements de forme, souvenez-vous de la loi Taubira où il y a eu des amendements toute la nuit. Ça n'est pas grave, on a besoin de respiration. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'immaturité de la démocratie française à faire semblant d'élire un président de la République pour élire un roi. En réalité, un monarque qui se comporte comme un monarque. Et vous voyez aujourd'hui, le spectacle ou la mise en scène de l'action politique d'Emmanuel Macron relève, de cela, c'est-à-dire la mise en scène du pouvoir personnel. Je trouve que, voilà, simplement, on a besoin que ça respire. Alors si ça doit passer par une nuit supplémentaire pour les parlementaires et pour les ministres à l'Assemblée nationale. Des fois, c'est 15 jours. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nathalie, une dernière question. Une toute petite dernière question sur les européennes. Ce sera la prochaine échéance électorale. Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout envie de faire une liste avec vous. Et vous, est-ce que vous avez envie encore de faire une liste commune avec lui ? On n'a pas la même stratégie. On peut avoir le même constat. L'Europe marche mal, les traités nous empêchent de la faire fonctionner Donc vous aurez bien, votre propre mais moi liste. je crois en l'Europe encore. Donc vous aurez votre propre liste, vous demande Nathalie ? Moi j'ai déjà annoncé avec beaucoup et des partis dans toute l'Europe, avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec, que nous porterions un projet transnational. Et vous serez tête de liste ? Non, je n'ai absolument pas dit cela. Et nous décidons. Vous ne le serez pas ? En temps et en heure, on verra ça en temps et en heure. Mais oui, on a une stratégie qui est une stratégie européenne. Moi, je crois encore à la possibilité de concilier justice sociale et construction européenne. Si on dit j'échange l'un contre l'autre, à la fin on perdra sur les deux terrains. On n'aura ni justice sociale ni paix parce qu'on aura abandonné la coopération entre les peuples européens. Nathalie pour ce midi. Merci d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique. Vous misez sur les nouvelles générations qui sont en ébullition. Alors il y a eu l'affaire de l'Université de Montpellier
dont un amphithéâtre était occupé et qui a été évacué de manière forte. On voit ces images qui ont choqué beaucoup de gens. Un commando s'est introduit avec des matraques. Le doyen de la fac de droit a démissionné. La ministre de l'Enseignement supérieur a condamné et demandé une enquête. Peut-elle faire plus ? Écoutez, ça dégénère dans beaucoup d'endroits. Montpellier, c'est un scandale. Ce sont des méthodes de fachos, comme on appelle ça, c'est-à-dire des types casqués qui viennent, cagoulés, qui viennent à coups de matraque évacuer un amphithéâtre avec, non pas, probablement avec le soutien ou l'assentiment du doyen qui dit « je ne vais pas les blâmer ». Non, mais il le déclare. C'est pas moi qui vais les blâmer. Mais est-ce que la ministre de l'Enseignement supérieur doit aller plus loin ? Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs universités aujourd'hui qui sont en mouvement. Celle du Mirail, celle de Bordeaux, celle de Nantes, celle de Montpellier et beaucoup d'autres universités. La réalité de la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est qu'elle n'a pas mis les moyens pour créer les conditions d'études acceptables dans les universités françaises. Ni les conditions de sécurité, c'est ce que vous voulez dire. Toutes les conditions pour étudier tranquillement. Ce que la ministre de l'Enseignement supérieur sait parfaitement, le dossier était sur son bureau quand elle est arrivée. Il faudrait 5 milliards d'euros sur 5 ans pour remettre l'université à jour, en quelque sorte. Qu'on ait des amphithéâtres corrects, qu'on fasse la révolution du numérique, qu'on se donne les moyens d'une révolution pédagogique qui permette à tous les étudiants d'avoir des chances de réussir. Cet argent-là, elle ne le met pas parce qu'Emmanuel Macron ne le lui donne pas et parce qu'ils n'ont pas fait le choix de préparer l'avenir. Et la conséquence de cela, c'est qu'ils ont décidé de fermer la porte de l'université à certains bacheliers. Justement, on va y revenir, parce qu'il y a des appels à manifester et à bloquer les universités mercredi à la suite de l'affaire de Montpellier, mais aussi pour protester contre Parcoursup. Est-ce que vous soutenez ces mouvements ? Oui, je les soutiens, mais je veux qu'on se comprenne bien. Et là, je m'adresse aux parents ou aux étudiants qui vont, aux lycéens, qui vont faire un bac pro ou un bac technologique cette année. À partir du moment où vous demandez au président d'université de préciser les attendus qui justifieront que vous choisissiez d'accepter ou de refuser tel ou tel bachelier, qui croyez-vous qui fera les frais de cette politique de sélection par attendu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les présidents d'université choisiront leurs bacheliers. Eh bien, je peux vous assurer que le droit qui est celui d'un bachelier professionnel ou d'un bachelier techno à poursuivre ses études, ce droit-là sera directement remis en cause. Est-ce que Mme Vidal ni M. Macron n'assumeront jamais? Ils ne vont pas vous dire « oui, nous interdisons la poursuite des études à ces bacheliers pro-techno ». Mais c'est concrètement ce qui va se passer. Benoît Hamon. Ça, c'est le refus de mettre des moyens à l'université qui amène au fait qu'on ferme la porte. 30 secondes pour évoquer un bruit qui court. Vous êtes aussi conseiller régional d'Île-de-France. Oui. Anne Hidalgo réfléchit à rendre gratuits les transports publics à Paris. Est-ce que vous signez? En tout cas, c'est un beau débat. Et moi, je me réjouis qu'elle ouvre des débats. Je vois qu'il y en a qui sont obsédés à l'idée de la remplacer, Anne Hidalgo. Oui, par exemple, elle ouvre des débats. Regardez, Christophe Castaner, à l'instant, ce matin, parle il a besoin d'alternance à Paris. Mais je pense que ça s'appelle un orgueil démesuré, ce qui arrive à Christophe Castaner. Mais elle ouvre des débats intéressants. Est-ce qu'on fait aujourd'hui pour entamer la grande transition sur les mobilités, avoir des transports propres? Est-ce qu'on crée des transports publics gratuits? En tout cas, Génération, à Paris, va s'inscrire dans ce débat et fera des propositions. Est-ce que vous soutiendrez Anne Hidalgo alors? Nous ferons des propositions, évidemment, pour accompagner ce débat. Mais est-ce que vous soutiendrez Anne Hidalgo au municipal? On verra d'abord dans c'est plutôt vers là que vous quelques mois. Mais en tout cas, nous, on reste à gauche. Donc, il n'y a pas de problème sur le fait qu'on nous trouvera toujours à gauche, en tout cas, pour mener des débats de cette nature. Merci, Benoît Hamon, d'avoir accepté notre invitation.